Erev Tov, Chag Sameach à toutes et à tous. Content de vous retrouver maintenant de manière régulière. Voilà, même si on est parti en famille, un petit peu se changer les idées à Natania, on n'oublie pas de tenter de diffuser encore un peu de niveau de Torah. Maintenant, bon, Hachem, qu'on commence à prendre l'habitude de se retrouver, je vois sur Internet, bon, Hachem, je vois qu'on commence déjà à être un petit groupe, c'est sympathique. Je voulais qu'on aborde deux belles idées sur le Chumash, sur la paracha. On relit chaque semaine une paracha et un marzor chaque année. On se demande un petit peu, oh, cette histoire je la connais, l'histoire de Yosef, j'ai déjà entendu, cette histoire des rêves de Yosef, c'est sympathique. Donc je voulais qu'on voie deux Yesodot, ce soir deux fondements sur le Chumash, sur la paracha qu'on relit chaque semaine et comprendre qu'est-ce que ça nous apporte. La première question qu'on va se poser, c'est sur Miketz. Les rêves donc de Pharaon qui ont sauvé Yosef. On sait dans quel matzah avait été Yosef. Il a été jeté en prison après, suite à l'affaire de la femme de Pharaon Potiphar. Et il est resté, donc après avoir été d'abord jeté par ses frères, ensuite il s'est retrouvé en prison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc après il a fait des rêves, c'est quand même pas mal, quoi. Devenu le maître du monde, on a pris quelqu'un qui savait interpréter des rêves. Voilà quel était le critère intéressant pour les prochaines élections politiques de l'homme d'État. Voilà sur quel critère peut-être qu'on recrutera des gens qui savent lire les rêves. Non, les amis, vous savez que c'est beaucoup plus profond que ça. Donc le pays, l'Égypte, qui était le pays le plus puissant du monde, s'est retrouvé plongé dans la famine. Et quels sont... Le Rav Iloupian nous explique que l'Égypte était un pays très riche, donc avant cette époque de famine. Et donc voilà, il a interprété les rêves, il a dit que ça allait, il a dit à Pharaon qu'il allait se préparer, ça allait bientôt être donc des années de Batsoret très difficiles en Égypte. Et donc Pharaon a cherché quelqu'un qui pourrait... quelles sont les qualités qu'il fallait pour cette personne? Est-ce qu'il fallait... donc, on parle de rêve, donc de quelqu'un qui avait un petit peu une névoie pour interpréter les choses en homme de terrain. Et ça, c'est la première question qu'on peut se poser. Et la deuxième, voilà, comme on a dit au début, quel intérêt qu'on a ramené cette histoire chaque année? Qu'est-ce qu'on apprend de cela? Quel intérêt dire la paracha, le Shabbat matin, c'est bien intéressant, mais bon, qu'est-ce qu'on gagne? Donc, pour répondre à la première question, comme on dit, donc il fallait quelqu'un de Chacham, Chachav, Aroé et Tanolad, on dit. D'accord? Il y a marqué Aroé, pas Ayodéa. C'est quoi Aroé? C'est-à-dire quelqu'un qui est capable déjà de vivre l'avenir, même si l'avenir n'est pas encore là. Et ça m'a fait penser à quelque chose quand je suis arrivé à la Yeshiva il y a 25 ans maintenant, chez le Rav Eyman Shlita. J'avais parlé avec le Rav Ben Jetrit, Shlita, qu'Hachem nous envoie très fort chez les mains par le srout de nos quelques mots de Torah. Il nous avait dit, quand on a commencé à étudier la Gemara, des fois c'est très difficile. La Gemara, ça peut être ardu, des masertot qui parlent des nézikim, par exemple, des préjudices, des masertot donc qui parlent du mariage, du divorce, des masertot qui parlent de la perte d'un objet. Il nous avait dit, il avait vu une fois une personne à qui il avait étudié, qui arrivait vraiment à très bien comprendre. Il a dit, comment tu fais? Il a dit, quand je commence à étudier, je me mets dans la peau de la personne qui vit telle et telle situation, qui a perdu un objet, une personne qui a eu un préjudice. Je me mets dans sa place, complètement. C'est pas juste lire parce qu'on doit étudier la Gemara, non. Essayer de vivre la situation. Et ça, on dit, ça c'est Yosef. Aroé et Anolan. Yosef, il a essayé donc de vivre l'avenir au présent. Voilà ce qu'on apprend d'ici. Et ça, c'est, à mon avis, une clé qu'on peut utiliser vraiment au quotidien. Quand on veut aider une personne qui a un problème,
Et ben voilà, essayer de se mettre à sa place et voir comment nous, on aurait réagi. Mais pas de l'extérieur, du dehors, parce que du dehors, il manque des paramètres. On ne voit pas les galères qu'a la personne, on oublie, on voit avec nos petits yeux de manière subjective, mais on ne voit pas les intérêts, les problèmes, les préjudices que peut avoir la personne dans une situation pour pouvoir vraiment l'aider. Et quand vous allez voir un rave, ça m'est arrivé plusieurs fois de voyager et d'aller voir des rabbinim, notamment le Rav Rabbi Bratzira Shlita, la chaîne Million Voix Yarechut Yamim pour aider tout le clan d'Israël. Et bien quand on lui soumet un problème à nous, je le vois dans son regard, c'est impressionnant. Comment il vit la situation. Il ne nous connaît pas. Il y en a un qui est passé avant, qui a parlé de son fils qui a tel problème, l'autre qui vient de divorcer, l'autre qui a sa femme qui est malade, l'autre qui a perdu sa parnassa. Et nous, on vient entre deux, comme ça, entre deux personnes. On lui raconte notre problème et il se met dedans. Il vit la situation pour nous répondre. C'est impressionnant. Et ça, c'est ce qu'on apprend de Yosef ici. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'on s'est demandé, donc encore une fois, qu'est-ce qu'on apprend donc de ces rêves et là, je vais dire quelque chose, mais il faut un avocat pour dire ce yesod, parce que sinon vous aurez du mal à accepter, à adhérer à une idée pareille. Mon avocat dans cette histoire, il s'appelle le Rav Eliyahu Loupian, le beau-père de l'un de mes rabbinim quand j'étais aussi en France. Et il nous ramène donc un enseignement donc tiré du Messilot Yesharim. Il nous dit qu'en réalité, qu'est-ce qu'on apprend de ces années d'abondance qui ont été suivies par des années donc de disette. Il nous dit que il faut comparer ça, écoutez bien, c'est le Rav Loupian qui nous ramène ça, ça vient bien sûr pas du tout de moi, hein, toujours une source quand je vous ramène un enseignement. Il nous dit qu'en réalité, ben ça, on doit le vivre pour nous de manière imagée, métaphore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit comprendre qu'est-ce qu'on tient de cet enseignement. C'est très joli ce qu'il nous dit ici, mais il faut vraiment le prendre de manière concrète, pas juste comme une petite histoire pour endormir nos enfants le soir. Il nous dit en réalité, les années d'abondance, ça représente les années pour nous de jeunesse. D'accord, ça c'est ce qu'on appelle les années d'abondance, c'est les années de famine, c'est les années où, quand on sera plus vieux, admet avec Esrim. Donc comment il faut comprendre? On comprend mieux maintenant qu'est-ce qu'on pourrait tirer de cette histoire. C'est une interprétation de dire que les années d'abondance, ça va être les années où on va pouvoir étudier, où on est plein de force, où on peut avoir du etc., devoir faire autre chose, ne pas vouloir s'asseoir forcément pour étudier. Mais attention, après vont venir les années de disette, si on ne les a pas préparées, on va très mal les vivre. Et ça, encore une fois, le Gaon de Vilna nous l'a dans une petite anecdote. Une fois, quand il est arrivé, il était très âgé. Vaïkrevu Yemé Yaakov Lamout, mais on pourrait dire pour le Gaon de Vilna. Il s'est mis à pleurer. Il a dit, quand je pense comment il est facile, avec un fil de laine, de faire une mitzvah, qui équivaut à Tariag Mitzvot, dans ce monde des tzitzit, au quotidien, juste en portant un talit. Et comment c'est facile et comment dans le monde futur, on va se dire, voilà. Vraiment, on ne pourra plus faire cette mitzvah quand on peut être frustré. Juste avant de passer à la deuxième idée, juste une petite anecdote par rapport à ça. On dit qu'une fois, il y avait une guerre qui a éclaté. Et le roi, donc, il a promis à celui qui trouverait une solution, de le nommer un très grand poste. Et donc, il la laisserait rentrer, entre autres, 5 minutes dans la chambre des trésors du roi, tout ce que le roi avait amassé pendant toutes les guerres. Et il y a un homme qui est venu, qui a réussi, et donc le roi lui a proposé, mais il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce qu'il a fait dans la salle des trésors? Il a mis un orchestre. Et la personne s'est mis à écouter la musique, s'est presque endormi, et au bout de 5 minutes, on l'a tapé à la porte. C'est l'heure de sortir. Et la personne a été catastrophée. Et ben, manque de chance, elle n'a rien pensé à prendre. Ça, c'est la première idée. Faire attention à gérer notre temps, comme l'a expliqué Yosef. Roé est un olad. Toujours penser à ça au quotidien. Savoir vivre les choses, aussi bien pour aider un autre que pour nous-mêmes. Se projeter dans le temps. Roé est un olad, pas Yodéa. D'accord? Ça, c'est la première idée qu'on voit ici. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette paracha? La deuxième, maintenant, vient sur Hanouka. Le miracle de Hanouka,
une deuxième idée très intéressante, le Rav Chaim Friedlander, il explique au nom du Ramchal quel intérêt donc de chaque année commémorer le miracle de Hanouka, qu'est-ce que ça nous apporte. Il nous explique que la vie est un peu comme on y va écrire comme on a dit juste avant. La vie est un peu comme un grand tuyau, un grand tube que l'on traverse et dans lequel Hachem il véhicule les flux spirituels. On va expliquer ce que ça veut dire. À l'époque de Hanouka, donc les Yévanim ont voulu faire d'abord annuler 3 mitzvot au peuple juif, le Shabbat, la Brit Mila, Rosh Chodesh, les fondements du peuple juif, Brit Mila, la mitzvah qui se fait sur le corps, Shabbat, la mitzvah la plus rochniot qui existe, et Rosh Chodesh, le moyen de fixer toutes nos fêtes, tout notre calendrier, donc nos repères dans le temps. Et donc ils se sont pris le bar à expliquer donc quel était le but donc des Yévanim, c'était d'affaiblir le clan Israël. Il faut savoir que les Kohanim étaient déjà dans une keilou, tel que c'est expliqué, déjà dans une pente un peu descendante dans leur service, peut-être un manque de kavana, chalishut adat, un manque de zrizout. Donc les Yévanim ont profité de ce moment pour venir encore faire un croche-patte, pour faire trébucher les Grecs. Donc ça, c'est la première question. Comment comprendre que cet affaiblissement donc, des Kohanim a justifié maintenant que Mina Shamaïm, un décret pareil soit mis en place? Deuxième question, on parle du miracle de Hanouka. Comment Aaron Cohen a été affaibli, a été vraiment affligé quand on lui a dit qu'il ne pourrait que pour inaugurer donc le Mishkan, lui s'occupait des corbanotes au quotidien. Et donc le Ramban s'étonne. Aaron, le travail qu'il avait à faire, c'était les corbanotes, juste parce qu'il n'a plus pu allumer donc la menorah, comment il a été attristé. C'est ça qui l'a le plus attristé. Alors on va répondre rapidement donc à ces deux questions. La première question qu'on a posée, donc, cet affaiblissement du peuple juif qui a permis donc à les faire trébucher ensuite. Voyez, Vanim. Je me rappelle quand ma belle-sœur s'est mariée en Amérique, on était invité au Sheva Brachot et mon beau-père m'avait demandé de dire un petit mot chez Yirkieh, Sratashma Esrim. Et j'avais ramené donc cette notion un peu improvisée de Adam Arishon. Adam Arishon, d'où vient son nom? Adam, c'est le nom de Adama. Je me rappelle très bien, c'était il y a à peu près 17 ans de ça, si je me souviens. Et donc, Adam Arishon, ce nom, pourquoi le premier homme, on l'a appelé de manière gashmi, matérielle? Donc là, on va répondre un petit peu, encore un deuxième yesod qu'on va voir ce soir, après le premier qu'on a vu sur Miketz, sur les rêves, sur l'attitude de Yosef, qu'est-ce qu'on peut en apprendre? Et bien ici, on va voir par rapport à l'attitude des Yevanim. Qu'est-ce qu'on apprend? C'est que Adam Arishon, il a voulu montrer que l'homme, par définition, Adam, il est gashmi au maximum, d'accord? Et cette gashmiout, malgré tout, il va devoir l'utiliser, d'accord, pour faire la vodat Hashem, et pour donc élever donc cette gashmut Adama, élever donc son corps, pour le faire participer au mitzvot. On va ramener deux sources, une que j'ai vue dans le Dvar Torah déjà, c'est le Ramchal dans le Messiot Yesharim, qui explique donc la zrizout qu'on doit développer donc, pour pouvoir faire des mitzvot, et j'avais vu aussi dans le Nefesh HaChaim. Il ramenait non, c'était pas le Nefesh HaChaim, c'était le Maharal, excusez-moi, c'était le Maharal de Prague. Il expliquait que le monde est fait de 4 entités: l'eau, le carbone, le feu et la terre. Il explique qu'il y a 2 entités, donc qu'on pourrait appeler lourdes, et 2 entités légères. Il explique que quand on prend une pierre, si on la lâche, elle tombe au fond de l'eau. Et si maintenant on remue l'eau, la pierre va remonter d'elle-même, sans qu'on ait besoin de la prendre dans la main.
Et il explique que l'être humain, c'est un petit peu la même chose. Soit il se laisse avoir par sa pesanteur, Adama, il devient Gashmi, il oublie toute sa avoda, soit il va dans la Zrizout, et c'est ça qui a manqué au Kohanim. Ce problème de Zrizout qui a fait qu'ils n'ont pas su dépasser donc leur nature et qui a amené malheureusement donc leur déchéance. Et ils ont été punis très très gravement, même s'ils n'ont pas fait d'Averot pour autant. Mais des fois tomber un peu dans la monotonie, dans le quotidien, de s'oublier un peu dans ce sens, c'est ça qui est encore plus dangereux. Parce que là on ne voit pas quand quelqu'un fait une Avera Barminan, il sait très bien qu'il est dans l'erreur. S'il a pas eu faire tchouva, il sait mais quelqu'un qui se laisse aller dans sa voda, dans sa tfila chaque jour, dans sa pratique, même dans son étude de la Torah, à une attitude de routine, c'est encore beaucoup plus dangereux. Ça c'est le deuxième point qu'on va tirer ce soir. Donc ça c'est le Hanouka. Qu'est-ce que comprendre que Hanouka, deux choses. Déjà l'attitude qu'on doit acquérir et qu'on doit apprendre donc du Nes de Hanouka et Rabbi Yehoram pour comprendre quand on a ce sur quoi on est parti au départ, quand on a Laura Freelander nous a expliqué donc cette mode de Hanouka, qu'est-ce qu'elle représentait. Le Rabbi Yehoram explique que comment on peut, quel intérêt à parler de ces miracles. Et ben on sait, il est marqué dans l'Halacha, c'est pas juste une petite histoire encore une fois, c'est pas. L'Halacha dit qu'une personne qui a un din avec un goy, un mishpat, elle doit éviter de le faire pendant Av. D'accord, on doit se faire tout petit, mais Mahatim Bessimra. Par contre, quelqu'un qui aurait donc des choses à régler, elle doit le faire pendant Adar, Marbim Bessimra. La Simra, c'est ça qui amène donc, comme explique le Igeret Ramban, le Ramban dans sa lettre, c'est ça qui amène à des kochot à l'homme, qui peuvent lui permettre donc de sublimer le matériel. Voilà, donc ce que je voulais vous dire de ça, c'est que cette période de miracle, elle est très propice pour nous. Il y a de la simpra, on sort dans la rue, partout on voit des Hanoukiot, pour ceux qui ont la chance d'habiter en Israël, et même en Rousselarès d'ailleurs, Baruch Hashem, j'ai vu à Aubervilliers, c'est impressionnant. Dans la Palestine française où j'ai habité pendant 20 ans, des voitures de partout avec des Hanoukiot accrochés dessus et on chante sans aucune inquiétude et on oublie l'angoisse, on oublie le tsar. Ça c'est la période de Hanouka. Voilà, donc juste en conclusion, comme je ne suis pas chez moi, je vais vous dire rapidement les noms pour lesquels on va prier, même si je n'ai pas la feuille. On va demander la réfoua chez les mains de Rabbi Mir Nissim Ben Rachel, qui est né donc à cette époque, et on va prier pour sa réfoua chez Marie Yamim. On va prier pour Ninette Ruth Chaya Bat Esther, pour mon oncle Shlomo, pour mon oncle Shmuel Ben Rivka. On va prier pour Sarah Bat Orly Réfoua chez Emma, pour Orly Bat Alisha. On va demander Réfoua chez pour Yevodit Bat Daniel, pour Daniel Ben Orly, pour Liora Michal Bat Linda, pas toujours les noms complets comme j'ai pas la feuille. On va demander Réfoua Shema Betor Kolchar Chol Israël pour le Rav Rabbi Yechia Yaakov Ben Avram, si je ne me trompe pas. Que Hachem on va tout ça Réfoua Shema, je vous dis Chag Sameach, des bonnes nouvelles et qu'on tire donc de grands enseignements de cette période de Hanouka, de tous les miracles qu'on a vécu à cette époque. Qu'est-ce qu'on doit apprendre de ça, cette zrizou très importante, et cette paracha Miketz, l'attitude de Yosef. Voilà les deux grands yesodotes qu'on a vus ce soir. Comprendre comment Yosef a su voir l'avenir au présent, et comment grâce à ça il a pu sauver donc ensuite les béné Israël par la suite. Voilà, je vous dis Chag Sameach, une bonne délivrance pour nous tous, de bonnes nouvelles et la fête des Lumières, qui Ner Mitzvah et Torah Or nous permettent d'avancer.